J'étais contente, j'avais réussi à ne pas pleurer jusque là. Mais ouais, ça c'est une question, vous voyez, qui me touche beaucoup parce que oui, je pense que c'est un petit peu inévitable d'avoir ce sentiment-là. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, même si cette vidéo est un peu particulière, puisqu'aujourd'hui on va aborder un sujet avec lequel j'ai toujours été assez transparente avec vous, mais c'est vrai que ça reste un sujet un petit peu tabou et un sujet un peu plus intime et délicat. Même si bon, c'est intime oui, mais je trouve ça très bien d'en parler. On parle très facilement des grossesses qui se passent très bien, voilà, des jolies choses de la vie. Et bien des fois ça se passe pas très bien pour certaines personnes, pour certains couples. Ou pour certaines, femmes ou hommes célibataires, peu importe. Et c'est aussi bien de voir ce côté-là, de savoir ce qui se passe. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Je me suis dit que ça allait peut-être être plus simple, comme ça répond. Parce qu'en fait, mine de rien, j'ai quand même très souvent des questions. Qu'est-ce que tu fais de ci, de ça. Des fois, j'ai des questions qui sont un peu plus... Enfin, des personnes, on voit bien qu'ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Et c'est des questions un peu moins... je sais pas comment dire, poussées, enfin bref. Donc il y a vraiment de tout. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui me posent des questions parce qu'elles savent qu'elles vont peut-être passer par certaines choses assez similaires. Enfin bon. Donc aujourd'hui on va parler de ça. J'ai toujours voulu rester moi-même à travers mes vidéos et être moi-même ça reste le positif comme le négatif, même si bien évidemment je veux vous montrer avant tout du positif, ce qui me paraît normal. Vous n'êtes pas là à regarder des vidéos sur YouTube pour faire la tronche ou pour pleurer ou autre, enfin on n'est pas là pour ça. Mais des fois il y a des choses qui vont pas dans la vie, donc c'est bien d'en parler et que ce soit ça ou d'autres sujets, je trouve ça bien. Écoutez, c'est parti, j'ai vos questions du coup sur Instagram et c'est parti. Peut-être que j'ajouterai certaines choses si j'en sens le besoin ou si je... Voilà, enfin on va voir. Je sais pas comment ça va se passer, je sais juste que cette vidéo risque d'être longue. J'en suis désolée. Avant de commencer, je vais juste remercier toutes les personnes qui, dans la petite section commentaires, n'ont pas mis de commentaires mais qui m'ont juste mis des gentils mots. Je vous remercie beaucoup, je vais pas les lire tous là, je vais tous les lire pour moi après. Mais je vous en remercie d'avance. Pour avoir vite fait, en regardant quelques questions, qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent, qui sont les mêmes mais un peu posées différemment. Donc je vais peut-être pas toutes les citer. Enfin... on va voir, je suis désolée. En fait ça fait déjà 20 minutes que j'ai entamé la vidéo et je viens de me rendre compte que c'est très long alors que j'ai pas fait beaucoup de questions. Donc je mettrai un petit menu dans la barre d'infos, comme ça vous verrez s'il y a des sujets qui vous intéressent et vous intéressent pas, bien vous pourrez juste avancer la vidéo. C'est tellement vrai, un sujet peu abordé et pourtant devenu courant malheureusement, en effet. Donc ça c'était pas une question. On va commencer par cette question-ci. Depuis combien de temps sais-tu que ça va être difficile pour toi d'avoir un bébé ? As-tu déjà fait une demande d'adoption? Quelles sont les démarches? Donc concernant l'adoption, nous avons fait notre première réunion d'adoption, d'information. Une première réunion d'information. Je pense que c'était peut-être en mars ou en avril, je sais plus tellement. Quitte à ce que ça choque certaines personnes, je vais être le plus transparente possible, je suis désolée. Quand on est ressorti, enfin pour ma part, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour Nicolas, mais quand je suis ressortie de la réunion d'adoption, j'étais complètement refroidie, j'étais complètement triste, j'étais complètement déçue. Je savais que l'adoption c'était quelque chose de compliqué, je l'ai toujours su. Mais alors à ce point, et c'est même pas ça en fait le plus, je vais vous expliquer après, mais alors donc quelles sont les démarches en gros. Donc déjà il y a 2 réunions d'information, je vais vous dire ça en surface, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Si j'ai quelque chose qui vous intéresse, vous avez plein d'infos sur internet, vous pouvez vous renseigner facilement. Donc en tout cas nous on dépend d'Angers pour tout ce qui est réunion, donc on a été jusqu'à Angers pour la réunion, donc on se retrouve dans une salle avec d'autres couples, et donc voilà, bon bah c'est parti pour plus d'une heure, je sais plus, mais beaucoup d'informations. Certaines choses qu'on sait, certaines choses qu'on ne sait pas du tout. Également, avant, j'aurais peut-être dû le préciser, mais l'adoption c'était quelque chose que nous on avait déjà envisagé avant de savoir qu'on rencontrerait ces difficultés. Quand j'ai rencontré Nicolas, bon bah voilà, on parle de l'avenir, est-ce que tu veux un enfant, etc. Nicolas m'a toujours dit, moi je veux bien, moi j'aimerais avoir des enfants naturellement, mais j'aimerais également adopter. Dans la réunion d'information, vous apprenez beaucoup de choses. Quelque chose qui est important de savoir, c'est que selon les régions, ce n'est pas partout pareil en France. L'attente, les coûts, les choses comme ça, ce n'est pas pareil partout. Donc nous, notre réunion d'information, elle était en fonction du Maine-et-Loire. J'ai quelqu'un de mon entourage qui avait fait une réunion d'adoption 1 an avant moi et par exemple, elle n'avait pas du tout les mêmes statistiques qui lui avaient été données. Après, ça reste quand même compliqué dans tous les cas et long, etc. Nous, on y est allé ouvert. C'est-à-dire on s'est jamais dit je veux adopter en Chine, je veux adopter au Mexique, je veux adopter là. Enfin, nous on s'en foutait complètement, je vais vous le dire clairement.
On veut juste un enfant à qui donner de l'amour, on s'était pas non plus dit on veut un enfant qui a moins d'1 an, on veut un enfant surtout pas au-dessus de 10 ans, enfin là on s'était pas posé ces questions là, on y a été et là déjà douche froide, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui me choque réellement, même s'il y a un côté où je comprends, ça me choque réellement, ça a été, je vous le dis comme c'est, je suis désolée si ça choque, mais quand je suis sortie de la réunion d'adoption, je sais plus pourquoi Nicolas me dit alors, je dis bah déjà moi c'est hors de question que j'adopte à l'étranger. Pourquoi je dis ça? Ça n'a rien à voir avec des origines ou quoi que ce soit. On nous a expliqué pendant la réunion que le coût moyen d'une adoption à l'étranger c'était 20 000 €. Et c'est ce que j'ai dit à Nicolas en sortant, j'ai dit on a déjà tant de difficultés et tant de problèmes pour avoir un enfant et il faudrait qu'on paye un enfant en gros, même si au final ce n'est pas ça. On paye pas un enfant, on paye le voyage pour le rencontrer, le voyage pour qu'il vienne ou le récupérer, on paye l'organisme qui nous accompagne tout au long de l'adoption. En réalité c'est ça, mais c'était juste dans ma tête, c'était non quoi. Encore une fois les coûts ne sont pas les mêmes selon apparemment les endroits. Je veux certainement pas vexer les personnes qui ont adopté à l'étranger, parce que on est... C'est chiant parce que je sais pas comment m'exprimer, je veux vexer personne parce que je suis pour l'adoption et si on a les moyens, si on le peut, je vais pas vous mentir, en fait le problème il est que je n'ai pas 20 000 € pour aller récupérer un enfant à l'étranger tout simplement. Voilà, je n'ai pas 20 000 € et je suis pas spécialement pour non plus. Je suis tellement en fait perplexe dans ce que je dis, je suis désolée, mais à la fois je trouve ça génial qu'on puisse adopter des enfants à l'étranger, etc. Qu'on puisse juste donner de l'amour à des enfants, peu importe d'où ils viennent. Mais à la fois pour moi c'était inconcevable de payer pour ça. Enfin, je sais pas comment dire, parce que quand on a un enfant, quand il naît, etc. on fait beaucoup de dépenses pour lui, sa chambre, ceci, ça. Mais juste le fait de devoir payer pour l'avoir, enfin c'était... Je suis désolée. Je sais pas comment... Je pense que... Et puis c'est peut-être même encore un peu flou dans ma tête tout simplement. Je ne veux surtout pas vexer qui que ce soit parce que à côté de ça je suis quand même pour le fait... Enfin je trouve ça génial qu'on puisse adopter à l'étranger, peu importe. Enfin il y a des enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être parfois sauvés partout. L'adoption en France en gros aussi c'est pareil pour être brève, on nous a expliqué que en gros si on a envie d'adopter un enfant en bas âge ça sera pas avant 7 ans. Je l'ai fait un petit peu aussi raccourci mais c'est aussi très complexe parce que pour l'adopter il faut une demande d'agrément, il faut environ 9 mois pour l'avoir, il faut rencontrer assistante sociale, psychologue etc. Donc enfin c'est beaucoup de démarches. Au bout de 9 mois vous avez soit un agrément soit vous ne l'avez pas parce que des fois il y a des couples que vous rencontrez, vous allez vous dire oh bah attends si c'est sûr qu'il va pouvoir, alors que non parce que peut-être que psychologiquement on aura ressenti que cette personne n'était pas prête etc. Bref, ce qu'il faut savoir c'est que cet agrément est valable que 5 ans, donc déjà vous vous dites que alors donc je pourrais peut-être adopter que d'ici 7 ans mais mon agrément il est valable que 5 ans, donc en gros au bout de 5 ans il faut refaire une demande d'agrément. Donc heureusement même si faut refaire la demande d'agrément, vous n'allez pas remonter dans la liste d'attente en gros, mais c'est quand même, c'est tellement compliqué et à la fois quelque part s'il y a autant d'attentes c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes et donc quelque part heureusement parce qu'il y a quand même beaucoup de couples qui sont là pour... Donc quand je vous dis 7 ans en moyenne, c'est ce qu'on nous a dit pour, pour avoir un enfant en bas âge. Ça peut être moins si par exemple vous acceptez un enfant qui a un handicap, des choses comme ça. Je vous dis pas ce que nous on a envie, je vous dis juste en gros le détail. Voilà, donc voilà pour l'adoption, donc c'est très compliqué. Ça n'empêche qu'on est toujours pour. Du coup, je suis désolée, ça va vraiment durer 3 heures cette vidéo, je suis vraiment désolée. Quelles sont les démarches? Depuis combien de temps sais-tu que ce sera difficile pour toi d'avoir un bébé? Ça fait 6 ans. Tout rond, je crois là. En gros, c'est dans cette période-là qu'on s'est dit, bon bah voilà, cool, s'il y a un petit bébé qui est là, on sera content et tout. En fait, ça fait 6 ans qu'on a emménagé dans notre première maison avec Nicolas, qu'on est passé d'un appartement à une maison. Et donc c'était là qu'on s'était dit, bon bah on aura la place pour accueillir un petit bébé, on prend notre temps et puis si ça vient, voilà. Et j'ai fait des nombreuses fausses couches, etc. Mais je crois que c'est que maintenant vraiment que je réalise à quel point c'est compliqué, à quel point peut-être ça n'arrivera pas. Parce que malgré mes fausses couches, etc., malgré la PMA, ou quand on va en PMA déjà on sait que ça sera pas forcément simple. Je crois que je réalise vraiment maintenant et que je prends vraiment une claque maintenant, depuis cet été, sur le fait que c'est dur et que
ça se passera pas comme... Enfin voilà. Une vidéo avec ton mari pour avoir son ressenti aussi, ce serait top. Alors là, ce sera pas possible dans le sens où lui, il n'est pas prêt pour ça. Il n'est pas contre par exemple le fait que j'en parle si ça me fait du bien et que ça informe d'autres personnes, mais c'est déjà compliqué pour lui d'en parler avec ses copains, donc je pense que ce sera compliqué pour lui d'en parler en vidéo. Tous les deux on est très libres, hein. Enfin on est ok sur le fait de parler de notre situation, etc. On en parle facilement. C'est juste qu'on a tous les deux des tempéraments différents et que Nicolas il est plus réservé d'en parler qu'avec certaines personnes. Donc, quelle est la cause exacte des fausses couches? Donc là la question ce n'est pas de mes fausses couches mais des fausses couches en général, donc là c'est très flou puisque ça dépend. Des fois c'est... Je t'invite à regarder sur internet parce que y a des personnes qui vont dire que parfois c'est c'est juste la nature qui est bien faite et qu'il y a une fausse couche parce que peut-être que le bébé sinon serait né avec des graves problèmes. Tout simplement des fois c'est juste... ça dépend en fait aussi des personnes. Des fois ça va être un manque de certaines choses, un manque de certaines... Enfin, comment dire, le corps qui n'a pas assez de fer, de ci, de ça. Enfin, il y a plein de causes différentes. Ça peut être par exemple, bien malheureusement, des trucs enfin si vous portez des choses beaucoup trop lourdes, etc. Quand on est enceinte, faut pas s'arrêter de vivre. Hein. Ça dépend des personnes. Ce n'est pas, enfin, et surtout faut pas se dire avant d'essayer d'avoir un bébé par exemple, c'est sûr je vais faire une fausse couche. Faut surtout pas se dire ça. Et même moi, je pense qu'il a fallu que je fasse peut-être la 4e ou la 5e fausse couche pour me dire ouais fais gaffe quand même parce que enfin toi t'as quand même des antécédents. Il y a plein de raisons, tout comme il y a aussi plein de raisons qui ne sont pas connues. As-tu déjà pensé renoncer d'être maman après ton parcours difficile? Eh bien oui. Depuis peu. Je pense que petit à petit, ouais, on commence à... Après, ça fait plusieurs années en voyant un petit peu les difficultés, qu'on se dit que de toute manière, c'est pas ça qui nous séparera, on l'espère. Que de toute manière, enfin, notre amour, on le pense, c'est plus fort que ça, etc. C'est notre ressenti et c'est également le ressenti de la psychologue qu'on a été voir et ça nous a fait plaisir. Elle l'a bien vu que, enfin, elle nous l'a dit, hein, il y a beaucoup de couples qui malheureusement se séparent et sont fragilisés à travers ce genre de situation. Et elle dit on voit bien que vous, malgré ça... Enfin, c'est pas ça qui pourrait vous détruire et ça nous a fait plaisir qu'une psy et qu'une personne extérieure nous le ressente parce que nous c'est notre sentiment aussi. Mais bon malheureusement c'est pas de quoi est fait demain donc c'est tellement dur pour beaucoup de couples que c'est dur aussi pour nous hein. Mais c'est vrai que heureusement, et je touche du bois, attendez, l'avant de mon lit là, je touche du bois parce que jusqu'ici c'est pas ça qui nous fait nous disputer ou quoi. Enfin je veux dire on se dispute tous hein, dans les couples. Et c'est pas ça nous notre sujet on va dire de discorde. Comment gères-tu lorsque tu vois une amie connaissance qui elle attend un enfant? Grande question qui je le sais touche toutes les femmes qui passent par des problèmes comme moi ou des problèmes, enfin des troubles de l'infertilité ou qui sont simplement stériles ou voilà. Grosse question qui est aussi une grosse question, enfin qui est aussi un gros tabou. Parce que beaucoup de femmes n'osent pas parler de ce qu'elles ressentent face à ça. Je vais le dire dans la vidéo, clairement. Moi, ça a été une torture pour moi pendant très longtemps. Je sens que tout doucement, ça commence à aller mieux. Mais ça a été une torture pour moi, tout simplement quand on m'annonçait une grossesse, je pleurais. Il m'est déjà arrivé pendant un événement avec des gens, des copains, enfin, qu'on nous annonce une grossesse et moi, ma réaction, ça a été de me retourner pour pleurer discrètement pour ne pas faire du mal au couple qui l'annonce parce que c'est quand même délicat. À la fois vous êtes content pour le couple parce que c'est normal et puis ils vous ont rien fait, enfin voilà, mais à la fois vous êtes triste et malheureux, pas envers le couple. Hein. En fait à chaque fois qu'il y a une annonce de grossesse, il faut bien se rendre compte, si jamais ça vous est arrivé que vous par exemple vous annonciez une grossesse à une copine et qu'elle pleure, faut bien vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec vous, faut pas le prendre pour vous. En gros si on va pas bien ou si on pleure, c'est pas contre vous, c'est contre la vie on va dire. C'est plutôt un sentiment d'injustice qu'on ressent et qu'on se dit mais pourquoi c'est si facile pour certaines personnes. Après je dis ça veut pas dire par contre qu'ils n'ont pas de problème dans d'autres choses hein. Mais c'est en gros ce qu'on se dit tout de suite, pourquoi c'est si simple pour tous nos proches et pourquoi c'est si compliqué pour nous. Tout bêtement c'est ce qu'on se dit et puis des fois après on réfléchit un peu, on se dit bah oui mais ils sont des fois eux ils ont des problèmes sur autre chose, enfin voilà, mais bon là on parle vraiment que de ça, de la réaction, enfin c'est très compliqué, tout simplement. Je dirais que là je suis dans une période où pour ma part si on m'annonce une grossesse je serai neutre, c'est à dire que je serai ouais contente pour la personne mais je serai pas non plus, je vais pas sauter de joie, j'ai l'impression que je suis
un peu vide de ce côté-là. Enfin c'est très compliqué et je souhaite juste beaucoup de courage à toutes les femmes qui passent par là parce que ça fait partie des choses les plus dures dans ce parcours-là. Ce qui provoque ces difficultés à avoir un enfant et depuis quand essayes-tu d'avoir un enfant? Donc je l'ai déjà dit, ça fait 6 ans. Et qu'est-ce qui provoque ces difficultés à avoir un enfant? Premièrement, de notre côté, enfin de mon côté, déjà j'ai des troubles de l'ovulation. Ça n'empêche que j'ai quand même réussi à tomber enceinte naturellement 4 fois. Du coup j'ai des troubles de l'ovulation. J'ovule assez rarement mais ça m'arrive. Je parle sans traitement parce qu'après j'ai déjà ovulé avec un traitement. Déjà il y a ça qui est un petit frein mais qui n'est pas non plus un gros frein. Et après bah, nous nos plus grosses difficultés c'est simplement qu'une fois que je suis enceinte ça ne tient pas. Le bébé, hein, je dis bébé même si on faudrait dire embryon, fœtus, etc. Le bébé ne s'accroche pas, ça se termine en fausse couche, ça a été à différents stades. Très souvent ça a été précoce et le plus loin que ça a été, c'était aux 3 mois en fait où on s'est rendu compte à l'échographie officielle des 3 mois que le bébé, j'en avais fait une vidéo, que le bébé, enfin le cœur ne battait plus, sachant que c'était une grossesse suivie, donc j'avais déjà eu 2 échographies où tout s'était très bien passé peu de temps avant. C'est très compliqué pour moi actuellement parce que là je viens d'en faire une. Donc j'en suis encore, enfin mon corps est encore en train de... Je suis encore dedans quoi. Celle-là en gros, bah, demain j'avais rendez-vous pour l'échographie des 7 semaines avec mon centre de PMA. Donc voilà, enfin... En gros, nos difficultés à nous, c'est que ça ne tient pas. Vous en parlez avec l'entourage ou vous préférez garder ça pour vous? Nous, on en parle avec l'entourage, pas avec tout le monde, mais on en parle avec l'entourage très facilement. Parce que comme ça, le fait d'en parler déjà de nous-mêmes, eux au moins, il n'y a pas trop de tabou. Parce que c'est bête, mais c'est le genre de situation où les gens, ils savent pas comment en parler avec vous, donc limite, ils vous parlent pas. Ou alors les gens, ils savent pas comment parler, ils savent pas comment... parler de leur enfant avec vous, ils veulent pas vous blesser donc ils parlent pas d'enfants alors que nous on est, enfin c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on ne veut pas parler de tes enfants. Sinon oui, nous on en parle très facilement parce qu'on se dit que comme ça, déjà ça nous fait du bien d'en parler, parce que ça rend les choses aussi plus réalistes d'en parler, parce que ce n'est pas parce que la grossesse n'a pas abouti qu'elle n'a pas eu lieu. Après par contre je comprends qu'il y ait des personnes qui n'osent pas en parler, qui ne veulent pas en parler. On est tous différents, s'il vous plaît, bienveillance, tolérance. Ayant perdu avec mon chéri notre premier garçon à 4 mois et demi de grossesse, comment fais-tu pour avancer malgré toutes ces fausses couches que vous vivez tous les deux? Je suis vraiment désolée pour toi, c'est affreux. Comment on fait pour avancer? Eh bien tout simplement on relativise, ça me donne envie de pleurer de lire ça, je suis désolée pour toi. On relativise parce que on a cette chance d'être hyper heureux à côté de ça. Franchement le plus gros point négatif dans notre vie, donc après on a d'autres problèmes dans la vie, hein, comme beaucoup de gens, mais notre plus gros malheur dans la vie jusqu'ici c'est ça. Donc on est obligé de relativiser parce qu'on se dit au moins on est en bonne santé, au moins on est entouré de quelques bons amis et de bons copains, on est entouré de notre famille, on s'aime éperdument, voilà, enfin je peux pas, c'est vraiment mon meilleur ami Nicolas, c'est mon amour, c'est mon meilleur ami et je veux dire à côté de cette chose qui par contre nous attriste profondément et nous rend souvent très malheureux, on est très heureux et donc c'est comme ça qu'on relativise tout simplement. Après par contre c'est hyper important pour moi d'accepter quand ça va pas. On est assez différents Nicolas et moi par exemple dessus. Un exemple, mais quand on fait une fausse couche, moi il me faut plus de temps pour repositiver que lui. Lui au bout de 2 jours, ça y est, il repositive, il retire ça. Moi je peux pas. Ce qui est différent et ce qui est normal quelque part, c'est que lui il est triste de cette fausse couche, on est tout aussi tristes l'un et l'autre. Mais à côté de ça, c'est la femme qui malheureusement subit. Donc moi par exemple, je viens de faire une fausse couche en gros ce week-end, là on est mercredi, j'en suis encore, je suis encore dedans. J'ai encore mal au ventre comme pas possible, je saigne encore, désolée, hein, je le dis comme c'est la nature. Donc c'est compliqué pour la femme d'avancer, je dirais, plus vite. Combien de temps as-tu commencé à faire des examens? Pourquoi à ton avis c'est aussi tabou? Donc c'est aussi tabou pour moi, je pense que si c'est tabou c'est simplement parce que c'est quelque chose de malheureux. Et tout ce qui est assez malheureux, eh bien c'est tabou en général. Je pense que c'est vraiment ça le principal. Les gens préfèrent rêver et quelque part c'est normal. Les gens préfèrent voir des grossesses qui se passent bien pour se projeter vis-à-vis de ça et c'est complètement normal. Désolée, je me tiens le dos, j'ai mal au dos. Au bout de combien de temps du coup as-tu commencé à faire des examens? Donc alors déjà il faut savoir que les 2 premières années en gros, c'était nos prises de tête. Forcément au bout de je dirais 1 an et demi, ça a commencé un petit peu à m'inquiéter, mais c'était pas ça qui m'empêchait de vivre, etc. Après il est clair que de notre côté, quand on a commencé à essayer, j'allais bientôt avoir 21 ans.
Donc j'étais jeune. Chaque relation est différente par contre, et ça je tiens à le préciser parce que c'est quelque chose que je déteste entendre, mais vous pouvez même pas savoir. Oh mais c'est bon, vous êtes jeune. Alors déjà il faut savoir que Nicolas et moi on n'a pas le même âge. Nicolas il a 7 ans de plus que moi. Et c'est surtout pas ça qui va régler la chose, hein. C'est pas parce que tu me dis oh t'es jeune, t'as le temps, que ça va minimiser et que ça va pas faire 6 ans. Même si je suis jeune, ça fait quand même 6 ans qu'on essaye. Donc c'est pas ça qui va changer Du coup des fois c'est quelque chose que quand on me dit oh mais c'est bon vous êtes jeune, moi je dis tout de suite ouais enfin que je sois jeune ou pas, 6 ans ça reste 6 ans hein, et ça reste long. Mais je comprends par contre que quand les personnes me disent ça c'est pas, enfin c'est dans un sentiment de bienveillance. Donc au bout de combien de temps j'ai fait des examens, donc en fait au bout de 2 ans je me suis dit bon il serait peut-être temps d'aller voir une gynéco pour ça. Sauf que ce qui est arrivé à l'époque c'est que quand je suis allée la voir, elle m'a auscultée, on a fait un check-up complet et puis elle m'a dit non vous avez les seins tendus, c'est normal, enfin c'est comme ça d'habitude. Moi enfin je faisais pas gaffe et le lendemain de cette consultation je me suis dit bah peut-être que on sait jamais, j'ai fait un test de grossesse et j'étais enceinte, ce qui a fait que du coup ça a reculé les examens à faire puisque vu que j'étais tombée enceinte, même si j'ai fait une fausse couche quelques jours après, ça a reculé les examens. En gros ça fera 2 ans donc ça devait être en 2017. Ouais. En début 2017 ou début 2018, je suis désolée je suis complètement perdue, ça devait être début 2018. En gros on a été voir une spécialiste de la fertilité à Saumur parce que c'était le plus proche de chez nous, qu'elle nous a fait faire des examens, donc spermogramme pour Nicolas, spermoculture etc, enfin des choses basiques. Donc moi au début c'était des prises de sang, les cariotypes sanguins, les choses un peu basiques, les échographies, les dopplers, l'hystéroscopie. Non, l'hystérosalpingographie. J'ai d'abord fait l'hystérosalpingographie. Je pense que j'en oublie hein, d'ailleurs, mais au résultat de tout ce qu'on a fait, en fait, nous, il n'y avait rien d'anormal, juste le fait que moi, je n'ovulais pas naturellement. Au bout de 3 ans et demi, 4 ans, on a passé des examens, et c'est au bout de 5 ans qu'on est entré en PMA. Si vous voulez, au bout de ma 4e fausse couche, j'ai un peu pété un câble, et j'ai dit à la personne qui me suivait de la PMA de Saumur, bah si, en gros, mais c'était gentiment que j'ai dit ça, hein, avec du respect bien évidemment, que si elle n'était plus capable de faire quelque chose pour moi, et bien ce serait bien qu'on me renvoie vers quelqu'un d'autre parce que là en gros elle était partie pour refaire des trucs, enfin pour refaire, on en reparlera après, mais une insémination, sans faire de recherche plus sur les fausses couches, les causes etc quoi. Donc je lui ai expliqué que moi il fallait me diriger ailleurs même s'il fallait faire de la route ou quoi, mais qu'on fasse d'autres examens, et donc je suis passée totalement à 100% avec Angers. Donc je suis suivie avec un spécialiste des fausses couches à Angers qui lui ensuite m'a fait faire d'autres examens et ça nous avance à rien non plus. Est-ce que je sais pourquoi je fais des fausses couches? Eh bien non, parce que justement tous ces examens n'ont rien montré, et d'après par contre le médecin c'est probablement génétique, mais à l'heure actuelle en France, les examens qui existent pour peut-être voir s'il y a des problèmes génétiques ne sont pas encore effectués. Pour l'instant, en gros, à l'heure actuelle, on a 3 petites pistes, donc soit c'est génétique, quelque chose. Du coup, je vous retrouve, je coupe la vidéo comme ça, parce que la vidéo, je l'ai filmée la semaine dernière, et en fait, j'allais vous citer 3 options qui s'offraient à nous, sauf que, ben, après cette dernière fausse couche que je viens de faire, et un point avec mon médecin, il s'avère que la seule option qui nous reste, c'est l'Espagne. Donc j'avoue qu'actuellement là je suis dépitée. Donc l'Espagne, c'est-à-dire faire une FIV en Espagne, ils veulent pas faire de FIV en France dans notre cas, puisque ils n'ont pas l'autorisation en France de faire une FIV et d'analyser les embryons avant de les implanter. Or en Espagne ils peuvent le faire, analyser les embryons, les chromosomes etc. pour vraiment vous mettre le mieux, le meilleur, et aussi voir du coup quel est le problème. Donc voilà, c'est notre dernière option, et c'est une option payante, pas abordable. C'est une option dont Nicolas n'est pas spécialement hyper chaud on va dire, donc c'est à réfléchir, et forcément on n'a pas, je pense, je sais pas exactement le budget, mais on l'a pas là comme ça, enfin on l'a, mais pour un projet particulier. Donc voilà, je sais pas tellement quoi dire là, je vous laisse avec le reste de la vidéo, juste si jamais il y a des personnes dans un cas comme le nôtre qui ont dû aller en Espagne, dans n'importe quelle clinique, j'aimerais bien s'il vous plaît que vous puissiez m'écrire sur Instagram. Ça m'aiderait beaucoup parce que du coup je suis dans le flou. De plus que là, en gros notre centre de PMA nous laisse tomber entre guillemets, hein. Ils vont nous faire une lettre pour la clinique d'Espagne, mais
on se débrouille pour la chercher, pour la trouver. Je sais pas comment ça se passe. Donc voilà, si jamais c'est déjà arrivé à quelqu'un, j'aimerais bien s'il vous plaît que vous puissiez m'écrire. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tu as déjà effectué combien de FIV? Je te souhaite le meilleur bon courage. Merci à toi. J'ai dit que j'étais en PMA et que j'avais fait des protocoles, que j'avais fait des choses, mais je n'ai jamais dit ce que c'était. Mais je pense que ça c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas trop la PMA et en fait pour qui PMA égale FIV. C'est souvent ce qu'on dit, bah, je suis en PMA, j'ai eu un enfant avec FIV, etc. Alors qu'il y a d'autres choses en fait. En PMA, vous avez le don d'ovocytes, vous avez juste la stimulation ovarienne, vous avez juste l'insémination avec sperme du conjoint ou l'insémination avec un donneur, avec sperme d'un donneur. Moi, je n'ai jamais fait de FIV. C'est notre prochaine étape, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je n'ai jamais fait de FIV, jusqu'ici j'ai fait 3 inséminations. 3 inséminations dont 2 qui ont fonctionné mais qui ont fait fausse couche. Et celle qu'on a fait cet été, l'insémination, elle n'a pas fonctionné. En fait je suis retombée enceinte après naturellement là. Alors que ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas ovulé naturellement. Donc je n'ai pas effectué de FIV, j'ai effectué 3 inséminations. Ça je vais peut-être le dire parce que j'ai souvent des questions là-dessus. J'ai souvent des personnes qui me disent tu devrais prendre de l'acide folique. Alors je vais juste préciser que quand vous êtes de toute manière, dans un parcours comme le mien, comme le nôtre, automatiquement vous prenez de l'acide folique. Je suis sous acide folique 5, je suis sous aspégique pour nourrisson, donc l'aspégique pour nourrisson ça aide à fluidifier le sang. C'est le traitement de base, hein, acide folique, aspégique, progéron, non, progéron c'est pas ça, attendez, progestérone on va dire, enfin, même si progéron c'est progestérone. Pour la dernière insémination qu'on a fait, j'étais sous progéron. Donc le progéron, pour celles qui connaissent, c'est pas tout le temps donné en insémination mais c'est surtout donné en FIV. Le progéron c'est de la progestérone que vous injectez. Donc le progéron par exemple, nous ça a été un peu notre bouée de sauvetage dernièrement parce qu'on c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore pris et on nous a dit bon bah le progéron ça va peut-être vous aider à faire tenir la grossesse. C'est souvent donné aussi pour les fausses couches. Progéron ça coûte très très cher et ce n'est pas remboursé. C'était notre bouée de sauvetage mais bon ça n'a pas changé que j'en ai pris et bon, j'ai quand même fait une fausse couche. Mais je sais plus pourquoi je dis ça. Au final je crois que je me perds. Enfin en tout cas voilà, je n'ai pas fait de FIV mais la FIV est notre prochaine étape. Si jamais on fait une FIV par exemple et que je fais une fausse couche après, on n'en refera pas après. Pourquoi? Là la FIV en fait, là elle va surtout nous servir pas à faire un bébé parce qu'on voyait bien qu'on y arrive sans, mais elle va nous servir en fait à en gros créer les embryons et à voir comment ça réagit. Si je sais pas si les médecins créent 6 embryons et que les 6 meurent dans les premiers jours, enfin tout de suite ou pas, enfin ils vont bien voir qu'il y a un problème et que là peut-être qu'on fera autre chose, mais en tout cas là en fait la FIV ça va certainement nous servir de ce qu'on nous a expliqué. C'est la prochaine étape. Pour ça, gères-tu ton moral? As-tu des conseils à nous donner? On essaie depuis 10 ans. Bon courage à vous. Ouais, au bout de 6 ans, je commence tout doucement à me dire que peut-être ça n'arrivera jamais. Alors au bout de 10 ans, enfin franchement, vous êtes courageux. Vous êtes courageux, c'est incroyable. Comment gères-tu le moral? Eh bien, j'ai pas de conseils à part sortir, à part se faire plaisir, à part s'accorder des moments pour soi, à part ne pas s'oublier, à part vivre en fait. C'est tout simplement, je dirais. Voilà. Je vais avoir recours à une PMA et le fait que tu parles, cela peut vraiment aider. Ça c'est le genre de choses dont je reçois souvent et ça me fait plaisir. Le fait que j'en parle, ça fait plaisir à d'autres femmes. Ça fait tout simplement se sentir moins seule et moi je crois que c'est vraiment en priorité pour ça que je le fais. Bientôt rentrer dans ce parcours, les examens sont-ils douloureux physiquement? Alors ça dépend avant tout des personnes. J'ai quelqu'un de mon entourage qui m'avait dit que l'hystérosalpingographie, elle n'avait rien senti, elle n'avait pas eu mal. Moi l'hystérosalpingographie ça m'a fait mal comme pas possible. Heureusement que ça dure quelques secondes. J'en avais pas parlé, j'ai oublié, mais je voulais juste préciser que par exemple, ce qui peut faire peur, c'est la biopsie de l'utérus. Et pour ma part, je n'ai pas eu mal. J'ai juste beaucoup saigné après, mais je n'ai pas eu mal, alors que ça peut faire peur. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. C'est différent pour ça que chaque personne. Comment garder espoir après plusieurs fausses couches? Jusque là j'ai envie de dire c'est important tout simplement de garder espoir parce que ça aide à vivre, je dirais l'espoir. Et puis mais là je commence tout doucement à perdre. Je dirais pas que je perds espoir, je dirais juste que je me rends à l'évidence dans le sens où peut-être que ça ne nous arrivera jamais, donc je sais pas comment te répondre. Je vais te souhaiter énormément de courage. Je suis en essai bébé depuis 2 ans, depuis près de 2 ans et ça ne fonctionne pas malgré les traitements médicamenteux. C'est difficile à accepter. Mais je me considère chanceuse d'avoir déjà une fille de 3 ans et j'ai eu ce que j'ai eu sans aucune difficulté.
On m'a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques depuis l'année dernière. Je suis désolée pour toi. En plus quand les traitements ne fonctionnent pas, j'imagine, enfin c'est... Voilà quoi. Mais après c'est vrai que comme tu dis, tu as la chance d'avoir une petite fille et c'est bien de se raccrocher à ça, je pense, quand on a des difficultés et qu'on a déjà un enfant, je pense que c'est important de se rendre compte qu'on a cette chance-là. Je vais pas vous mentir, hein, mais je pense que si un jour on a la chance d'avoir un enfant, qu'il soit naturel de FIV ou qu'il soit adopté, je pense que s'il n'y en a pas de deuxième, on n'essaiera pas de se prendre la tête, on sera déjà bien heureux. Donc je pense que c'est important de voir ce côté-là, mais même s'il ne faut pas baisser les bras, hein, c'est pas parce que on en a déjà un d'enfant que c'est pas aussi important, etc. Donc courage à toi. Avez-vous trouvé une solution pour avoir un enfant don d'ovocytes ou autre? Donc ça en gros j'ai répondu. Don d'ovocytes j'en ai pas parlé, mais moi je suis pour le don d'ovocytes. Nicolas il est en réflexion là-dessus, on va dire. Fais-tu accompagner psychologiquement suite à ces fausses couches à répétition? Donc oui, je suis avec une psychologue, la PMA d'Angers. Bonjour, comment vivre sereinement une grossesse suite des fausses couches? Et bien moi jusque là je me disais que c'est pas parce que j'en ai fait une que j'en referai une, tout simplement j'essayais d'être optimiste de ce sens là, et la toute dernière là justement en fait j'essayais de ne pas penser au fait d'être enceinte pour ne pas avoir peur de faire de fausses couches, et puis tout simplement naïvement on est optimiste quoi, c'est normal aussi la peur est là, mais c'est aussi normal de rêver, d'avoir de l'espoir, et ça nous aide justement. As-tu essayé un bon magnétiseur? Car chez moi c'est ce qui a fonctionné après 4 ans d'essai. Alors voilà, la difficulté c'est que nous les essais fonctionnent, c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Des fois je reçois ce genre de messages, moi j'ai réussi à tomber enceinte grâce à la médecine chinoise, j'ai réussi à tomber enceinte en allant voir un hypnotiseur, etc. Donc moi je peux tomber enceinte, le problème maintenant c'est autre chose et c'est probablement génétique. C'est pour ça que après avoir essayé le MDR, après avoir essayé le magnétiseur, après avoir essayé l'ostéopathe, après avoir essayé les pierres, après avoir essayé l'acupuncture, et que ça ne change rien, je me rends à l'évidence, et c'est effectivement pas ça qui... Ça m'a fait du bien chaque fois que je suis allée, enfin, c'était cool de tester ça, de voir des choses différentes, mais c'est peut-être pas ça qui... Voilà. Comment ton mari se sent-il? C'est très gentil de demander ça. Étant donné qu'on vient juste de vivre la fausse couche, je dirais que lui comme moi, on n'est pas hyper joyeux, et que pour l'instant on ne sait pas trop comment on va. Pourquoi ne pas adopter, même si je crois que vous avez déjà essayé, après que tous les essais aient échoué, surtout en sachant que les fécondations in vitro créent des faiblesses génétiques chez l'enfant. On force une fécondation qui ne devrait pas avoir lieu de nature normalement. En tout cas, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas experte, cela a été prouvé il y a pas très longtemps. C'est compliqué Je comprends ce que tu veux dire et je comprends que ce soit pas méchant ce que tu dis, mais ça, évite de le dire si tu rencontres un couple qui traverse ça, parce que c'est assez compliqué. Moi un jour j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose qui m'a vraiment touchée. En gros quelqu'un qui disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait des couples justement qui passaient par la PMA, etc. Parce que si ça arrive pas naturellement, c'est que ça doit pas arriver, et c'est que en gros la vie a décidé pour toi que tu ne dois pas avoir le bonheur de devenir parent, etc. Et à la fois je peux comprendre que certaines personnes pensent comme ça parce que je suis assez ouverte et qu'on pense tous différemment, mais faut faire quand même attention des fois à comment on s'exprime. Je sais pas tellement quoi te répondre, parce que à la fois ça peut se comprendre que tu te poses cette question, parce que pourquoi donner naissance à des bébés si c'est pour qu'ils aient des problèmes de santé, et à la fois c'est quelque chose quand même qui est compliqué à entendre pour des gens qui sont dans ces difficultés, vous voyez, parce que c'est pas parce que eux y arrivent pas qu'ils n'ont pas le droit de connaître ce bonheur là, vous voyez, c'est complexe. Sachant que du coup ça reste hyper compliqué l'adoption, donc ça voudrait dire qu'on peut pas du tout connaître ce bonheur là du tout quoi. Enfin, c'est compliqué. Je comprends du coup quand même ta question, enfin je comprends que c'est vraiment une question, c'est bien de l'avoir posée je pense. Après du coup de notre côté, on n'en était pas à la fécondation in vitro. Je suis enceinte après une fausse couche, je suis très angoissée, rendez-vous dans 4 semaines pour l'écho, l'impression que les fausses couches sont minimisées dans les services d'urgence, etc. Et toi? Alors, déjà... Je vais te dire une chose, si tu as fait une fausse couche, pour moi c'est important que tu te dises que c'est pas parce que tu en as fait une que tu en feras deux. C'est hyper important que tu restes optimiste, et ça je le dis toujours autour de moi, c'est hyper important, c'est pas parce que tu as fait une fausse couche que tu vas en faire deux. Tout comme moi je me suis toujours dit que c'est pas parce que j'en avais fait 3 que j'en ferai 4, etc. Dans la plupart des cas, quand ça arrive une fois, ça n'arrive pas 2 fois justement. Donc faut essayer d'être plutôt positiver de ce sens-là, je pense. J'ai l'impression que les fausses couches sont minimisées dans les services d'urgence. Sachez que ça arrive très souvent, et c'est quelque chose qui me vous imaginez même pas comment... Ça m'énerve. Et c'est très souvent avec les secrétaires.
quand j'appelle, eh bien des fois on m'écoute pas. Quand Nicolas appelle, oh bah tout de suite, on s'en occupe tout de suite aussi ou ça. Comment ça me rend folle, c'est parce que je suis une femme, tu m'écoutes pas. C'est quand même en plus moi qui t'appelle parce que c'est pour mon traitement dans mon corps, c'est pour... Enfin vous voyez, ça c'est un truc qui me rend folle. Donc avec Nico maintenant on a compris que quand il y a quelque chose et on a besoin de ça vite, c'est lui qui appelle. Comme ça de toute manière c'est bien parce qu'au moins il est aussi investi, c'est important. Mais moi c'est quelque chose qui me rend folle. J'appelle, je dis la même chose que lui hein. Du coup, pour répondre à la question des urgences, je n'ai pas tellement eu ce sentiment. J'ai surtout eu le sentiment que eux étaient débordés et donc que c'était assez compliqué, tout comme dans tous les services, la PMA, etc. C'est tellement chargé, il y a tellement de monde, de rendez-vous, de gens qui passent que je pense que pour certaines personnes, oui, ça s'est minimisé, mais je pense aussi que c'est un manque de temps qu'ils ont et également, parfois, tout simplement, ils ne savent pas comment réagir face à ça. Si le problème de fécondité vient d'un des deux partenaires, l'autre a-t-il peur d'être un jour quitté à cause... alors j'ai pas la suite, mais alors je vais pas vous mentir, oui, hein, je pense que c'est aussi pour ça des fois que c'est important de parler avec son partenaire. Moi à chaque fois que je fais une fausse couche, je vais pleurer mais je m'excuse auprès de Nicolas. Et à chaque fois il me dit mais arrête t'es bête, parce que bah, c'est votre corps forcément là en tant que femme et vous vous dites... je suis pas capable de le garder, je suis pas capable de lui donner un enfant, des choses comme ça, alors qu'au finalement, peut-être que le problème vient pas de moi, il vient de juste nous. J'étais contente, j'avais réussi à ne pas pleurer jusque là. Mais ouais, ça c'est une question, vous voyez, qui me touche beaucoup parce que oui, je pense que c'est un petit peu inévitable d'avoir ce sentiment-là. Par contre, à contrario, ça ne m'a jamais inquiété qu'il me quitte ou quoi. Je me suis jamais dit qu'il allait me quitter parce que je faisais des fausses couches par exemple. Ça m'a jamais... Parce que je pense qu'il m'a toujours inconsciemment rassurée et parce que je sais qu'il m'aime. Mais ça m'est jamais traversé l'esprit. Une fois il m'a dit tu sais que je vais pas te quitter. Et je lui dis ah mais oui mais t'inquiète pas, je me suis jamais posé la question. Par contre oui je m'en veux des fois alors qu'il faut pas. C'est aussi pour ça que ça aide d'aller voir une psy. Donc je m'arrête ici pour cette vidéo, en tout cas j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Je ne vais pas mettre les commentaires de cette vidéo actifs parce que je ne veux surtout pas de malveillance. C'est déjà, même si j'en parle de bon cœur et même si je suis contente de partager ça avec vous, c'est pas forcément facile, vous vous en doutez, et surtout je ne peux pas être confrontée à de la méchanceté gratuite, à des horreurs tout simplement. Donc je pense que je vais bloquer les commentaires et si jamais vous avez besoin de parler avec moi, eh bien il ne faut surtout pas hésiter à le faire sur Instagram. Donc je m'arrête ici pour cette vidéo, en tout cas la prochaine vidéo sera une vidéo certainement bien plus légère, peut-être de mode ou un vlog ou quoi. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you